Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vett Agro Conseil. Je suis Martin Toucom. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des ressources humaines en agro-pastoral. Il sera question de voir qu'est-ce que vous avez besoin comme ressources humaines pour votre projet, comment les trouver, comment les fidéliser et surtout comment éviter les arnaques. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je tiens à te rappeler que ici nous parlons principalement de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous décidez de vous lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir vos projets agro-pastoraux. Alors, avant d'aller tout droit sur le sujet, je tiens déjà à vous faire visiter cette ferme. Nous sommes à Bougnobe, à Quality Farm. Et ici, nous avons le bloc administratif et le logement du personnel. Pour la petite histoire, nous avons été contactés au mois de juin par ce promoteur pour un audit dans son élevage parce que tout n'allait, en fait, rien n'allait quoi. Donc, en fait, il a lancé son projet depuis 4 ans, spécialement dans la production porcine. Donc, comme vous pouvez voir un peu de bananes plantains autour. Donc, il avait vraiment mis le paquet, notamment sur la construction de ses bâtiments, l'aménagement de son point d'eau. Donc, ici, il a un puits aménagé avec une pompe immergée qui ravitaille le château d'eau que vous voyez devant moi. Plus bas, que vous allez voir tout à l'heure, il a 2 bâtiments d'élevage, notamment dont un bâtiment était destiné à la maternité et le second à l'engraissement. Malheureusement, n'étant pas au Cameroun, il a confié son projet à sa belle famille, on va le dire ainsi, ou à l'un de ses amis, étant aussi son beau-frère, bien sûr. Donc, après, l'argent, les ressources financières qui étaient destinées au projet n'étaient pas complètement utilisées pour faire ce qui était demandé. Le personnel qui était sur place n'était pas qualifié et n'a pas été formé. Du coup, le projet allait dans tous les sens. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ils ont certainement vu les photos et les vidéos de cette ferme où, même à vue d'œil, les animaux étaient vraiment affamés. Donc, après avoir fait notre audit, nous sommes en phase de lancement. Père Anthony, ça va? Oui. Ok, mais alors les produits là au magasin, on va y revenir tout à l'heure. Donc ici, ça c'est le bâtiment d'engraissement. Ici, le deuxième bâtiment est un peu défectueux. Nous avons décidé de commencer par ici pour relancer le projet. Donc pour relancer, nous ne voulons pas lui faire encore dépenser beaucoup d'argent. Nous avons opté pour une formule très simple. Nous avons relancé le projet avec 3 truies et un verra pour qu'il puisse un peu reprendre confiance sur son investissement. Donc là, actuellement, désolé, actuellement nous avons eu un problème avec la pompe immergée, donc il n'y a pas d'eau. Raison pour laquelle les truies sont sales et maigres. Parce que vous savez, une truie qui allait a besoin de beaucoup d'eau. Donc celle-ci a mis bas 10, elle a gardé tous ses 10. Celle-ci, la seconde, a mis bas 9, elle a gardé 7. Donc je tiens à vous rappeler que c'est sur ces premiers bars que nous avons, déjà sur cette reproduction, donc sur ces vagues-ci, que ce soit du croisement jusqu'à la mise à bas, que nous avons essayé de commencer à former le personnel. Son personnel qui est là depuis 4 ans, il ne connaissait pas grand-chose sur ça. Donc voici le père, ça c'est le mâle. Ça va? Ça va? Donc ça c'est le mâle. Et là maintenant nous avons les femelles qui sont plus énormes. Donc celle-ci va mettre balle la première semaine du mois de février. Et celle-ci a mis bas. Bientôt ses enfants seront sévrés. Vous voyez, elle a perdu un peu de poids là. Déjà parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle ne boit pas suffisamment depuis déjà quelques semaines. Aussi parce que c'est une bonne mère quoi. Elle prend bien soin de ses petits. Celle-ci alors c'est la championne. Voilà ses 10 petits. Tous ces 10 enfants sont là. Donc ce qui est une très bonne chose. Donc c'est une très bonne mère. À condition de bien les suivre.
Donc, c'est à peu près ça notre rôle lorsque vous lancez votre projet, c'est vous encadrer et vous permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, alors, quel était le problème ici? Le problème ici était principalement la ressources humaines. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous parler un peu de la gestion de la ressources humaines dans votre exploitation agro-pastorale. Alors, on se prend tout à l'heure pour discuter du sujet. Et les gars, j'espère que vous avez aimé la visite. Alors maintenant, passons au sujet sérieux, la gestion des ressources humaines en agro-pastoral. Alors, vous êtes nombreux qui vous posez la question, comment faire pour avoir la bonne ressources humaine? Qui est-ce que j'ai même d'abord besoin? Quelles compétences doit-il avoir? Et comment les fidéliser et éviter de se faire arnaquer? Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que dans votre projet agro-pastoral, vous avez généralement besoin de 4 catégories de personnes. Les premières personnes sont les ouvriers, donc ceux qui seront en contact avec les animaux et qui vont accepter de vivre sur le site du projet. Donc les ouvriers, c'est ceux-là qui conduisent ces porcs au quotidien, que vous voyez là. Et eux, ils se chargent d'exécuter tout ce qui les est, donc toutes les instructions qui sont données concernant le projet. Maintenant, à côté des ouvriers, vous avez besoin d'un chef d'exploitation. Le chef d'exploitation, généralement, c'est ce qu'on qualifie de vétéran des ouvriers. Donc, c'est généralement un papa ou un jeune un peu mature qui a de l'expérience dans ce que vous voulez faire comme activité. Ça voudrait dire que si vous voulez, par exemple, faire la production porcine, vous prenez un ancien éleveur qui a abandonné son activité. Il sera votre chef d'exploitation. Donc, celui-là, son rôle, c'est de se rassurer que les tâches qui ont été confiées aux ouvriers sont effectivement exécutées au quotidien et comme il se doit. Et il doit accepter également de vivre avec les ouvriers sur le site. Donc, ça, c'est la deuxième personne que vous avez besoin. Mais vraiment, là, vous avez besoin de quelqu'un expérimenté. Ce ne sont pas les gars qui sortent de l'école, là. Non. Votre chef d'exploitation doit, de préférence, être quelqu'un d'expérimenté dans l'activité que vous voulez faire. N'allez pas, pour cultiver le cacao, prenez quelqu'un qui a fait des longues études en agronomie et qui vient vous raconter des histoires et qui n'a pas encore fait ses preuves dans la production du cacao. Si vous pouvez trouver un technicien qui accepte de vivre sur le site et qui a de l'expérience dans l'activité, c'est bien. Dans le cas contraire, vous pouvez prendre l'un de vos gars, envoyer en formation pour être votre chef d'exploitation. Ça voudrait dire quoi? Vous l'envoyez chez quelqu'un qui fait l'activité que vous voulez. Il peut faire 2 mois à 1 an là-bas en fonction du type d'activité que vous voulez faire. Au bout de ce temps-là, maintenant, il a une bonne maîtrise de son sujet et là, vous pouvez dire que vous l'envoyez, vous pouvez maintenant lui confier certaines responsabilités, notamment la supervision de votre équipe. Donc, la troisième personne que vous aurez besoin, donc après les ouvriers, le chef d'exploitation, vous avez besoin d'un technicien. Donc, votre responsable technique, ça doit être quelqu'un qui a à la fois les connaissances théoriques et les connaissances pratiques sur l'activité que vous voulez faire. Bon, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir la chance d'avoir un responsable technique qui accepte de vivre sur votre site, donc il devient votre chef d'exploitation. Mais généralement, un bon technicien digne de ce nom n'acceptera de travailler pour vous parce que ce sont les gars, lorsqu'il est vraiment compétent, il rêve généralement monter son propre projet. Mais s'il n'a pas encore les moyens, il peut accepter de travailler avec vous pour un temps. Question de réunir le capital et aller lancer son propre projet. Donc, votre responsable technique, ça doit être quelqu'un qui a les connaissances techniques dans ce que vous voulez faire et qui vous accompagne. Donc, c'est lui qui sort l'itinéraire technique de tout ce qui doit être fait dans votre exploitation. Je prends un exemple. Si je prends un responsable dans la production porcine, c'est lui qui te dit comme bon patron, si on prend les porcelets à 2 mois, si c'est la race large, on les nourrit convenablement, on doit les mettre en reproduction à 8 mois d'âge. Ça voudrait dire que quand ils vont faire 6 mois chez nous, on pourra les croiser ou les faire la saillie, comme on dit en zootechnique. Maintenant, après la saillie, ils vont faire 114 jours pour mettre bas. Et après la mise bas, on va faire 45 jours pour sévrer. Après le sévrage, on doit les conduire en post-sévrage pendant 1 mois. Après, en engraissement après, en phase de croissance et en phase de finition. Donc, c'est lui qui doit présenter l'itinéraire technique. Si c'est la culture de la pastèque, quand est-ce qu'on doit s'aimer? Quels sont les traitements qu'on doit faire? L'élevage des poulets de chair, même chose. Donc, il maîtrise la chose sur le plan technique. C'est lui, maintenant, il vient, il sort le chronogramme. Il dit au chef d'exploitation comme bon, le premier jour, voici ce que vous devez faire. Le deuxième jour, voici ce que vous devez faire. Le troisième jour, voici ce que vous devez faire. Là, une fois de plus, privilégiez l'expérience aux connaissances parce que les connaissances seules souvent ne suffisent pas. Mais si vous avez quelqu'un qui a la connaissance et qui l'a eu à pratiquer un peu, ça serait magnifique. Dans le cas contraire,
vraiment, vous pouvez aussi l'envoyer en formation. S'il accepte de travailler avec vous, vous pouvez l'envoyer approfondir ses connaissances sur le plan pratique, c'est-à-dire aller dans une ferme, s'asseoir et essayer de voir si ce qu'il a sur le plan théorique corrobore avec ce qu'on fait sur le plan pratique. Après, maintenant, le responsable technique. Bon, le responsable technique peut être aussi un consultant parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va accepter de travailler pour vous directement. Bon, c'est un peu ce rôle aussi que je vous fais à gros conseil. Donc, on vient, on vous donne l'itinéraire technique et les consignes à appliquer. Ça peut être, si c'est un consultant maintenant, il peut passer en fonction du type d'activité que vous faites, il peut passer par mois, il peut passer par semaine, il peut passer par trimestre, il peut passer par semestre, en fonction du type d'activité que vous faites. Il est indispensable vraiment de se faire accompagner lorsque vous débutez votre activité. Certes, au bout de 5-10 ans, au bout de 3-5 ans, si vous avez une bonne équipe, il y aura certains aspects de votre projet qui sera déjà bien maîtrisé et vous pouvez vous passer un peu de certains postes, notamment le responsable technique. Je vais prendre l'exemple d'un conseiller qui passait toutes les semaines ou qui passait tous les mois. Lorsque vous avez une équipe qui a maîtrisé, lui peut passer tous les 3 mois maintenant pour jeter un coup d'œil et avoir un regard critique de ce qui est fait afin que vous puissiez améliorer. Après maintenant, les 3 premières catégories, vous avez votre responsable financier, vraiment. C'est généralement, vous savez que l'argent c'est le nœud de la guerre et c'est généralement à ce poste-là que la plupart des projets foirent. En réalité, le responsable financier doit être vous-même. Donc, si c'est ton projet, ça doit être toi. Bon, maintenant, étant donné que nous avons beaucoup de gars de la diaspora qui suivent cette vidéo, ils n'ont pas toujours cette possibilité-là d'être là eux-mêmes pour suivre le projet au quotidien. Donc, généralement, cette tâche est déléguée à une autre personne. Et le responsable financier, maintenant, quel est son rôle et comment vous allez le choisir? Donc, son rôle, premièrement, c'est gérer tout ce qui est trait avec les finances du projet, c'est-à-dire les achats, les payes, les ventes. Donc, les ventes sont aussi très importantes parce qu'il doit jouer le rôle du marketeur. C'est lui qui cherche le marché, c'est lui qui place ce projet-là, qui place les produits sur le marché et collecte l'argent. Ça doit être quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Parce que si vous ne pouvez pas lui faire confiance, ça ne vaut pas la peine de lui confier votre argent de gérer. Vous devez avoir les antécédents financiers. Moi, je dis souvent que si vous avez déjà eu à faire une transaction, à faire des transactions de 5 millions ou de 10 millions ou de 15 millions avec quelqu'un, il n'y a pas de raison qui vienne après vous frapper pour 2 millions. Donc, votre responsable financier, ça doit être quelqu'un à qui vous faites confiance et qui peut gérer l'aspect financier du projet. De préférence, s'il est un peu disponible pour chercher le marché et écouler les produits, ça serait super intéressant. Parce que souvent, au niveau de la production, les premiers en acte, c'est au niveau des intrants. Les premiers en acte, c'est au niveau des intrants, les gars te gonflent les coûts. Si ton responsable financier n'est pas disponible pour aller sur le marché lui-même, acheter ce qu'il demande et venir les donner, tu peux déjà perdre à ce niveau-là. Après, les seconds en acte, c'est au niveau de la commercialisation. Soit la production est détournée à la base. Donc, quelque chose qui est facilement vendable, les gars peuvent détourner cela et vendre et dire que ça entre dans les pertes de post-record. Ou ils disent que non, ça n'a pas produit la quantité là-dedans. Un rendement de 5 tonnes, ils te disent que non, le rendement là en réalité c'est 4 tonnes. Après maintenant, si ton responsable financier n'est pas là pour les accompagner sur le marché, bien sûr, ils peuvent vendre à 2 francs et te dire qu'ils ont vendu à 1 franc et demi ou qu'ils ont vendu à 1 franc. Raison pour laquelle le responsable financier doit jouer également le rôle de marketeur. Donc maintenant, où est-ce que vous pouvez trouver ces gens-là? Il est vraiment difficile de les trouver. Je vais prendre la première catégorie comme je l'ai fait tout à l'heure, les ouvriers. Vous savez, l'agriculture est encore une activité très mal perçue chez nous. Du coup, personne n'aimerait travailler au champ, surtout loin des ambiances de nos grandes villes. Comme le disait le grand frère Bertrand Gounou. Donc, vous allez voir que les jeunes préfèrent être gardiens en ville et toucher 35 000. Dans les 35 000 là, la ration est inclue, le logement est inclus, le transport est inclus, tout est inclus. Que d'aller vivre en brousse, il a d'abord un logement gratuit, souvent même très décent. Il a une ration où il a par exemple ici vous avez vu les bananes plantains qui peuvent lui servir des rations gratuitement. Et en plus on lui paye 50 000 à la fin du mois. Il dit que non, il préfère toucher ses 35 000 et avec tout ce que j'ai cité comme charge, refuser 50 000 en bourse. Tout simplement parce que l'activité agro-pastorale est encore très mal perçue. On considère ça comme l'activité des ratés. Du coup, ce n'est pas évident. Bon, maintenant, où trouver? Nous allons prendre l'exemple de quelques pays. Si vous êtes par exemple au Cameroun, il y a les régions qui sont réputées pour leur amour pour les travaux champêtres et la volonté de leurs gars de chercher quand même du travail dans ce domaine-là. Généralement, nous avons la région du Nord et la région de l'extrême Nord et les régions du Nord-Ouest, si vous êtes au Cameroun.
Bon, il y a également la région de l'Ouest, mais là-bas, vous allez trouver plus des tâcherons. Et pour les tâcherons, il est préférable que votre champ soit dans la région où se trouvent les tâcherons. Sinon, les charges de transport seront très élevées. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la région sudite, il y a la région du sud de la Côte d'Ivoire, où il y a un peuple spécialisé dans les travaux champêtres. Donc, ils aiment tellement les travaux champêtres que beaucoup partent faire recours à eux pour leur activité, donc pour la mise en place de leur projet agro-pastoral. Donc, c'est à peu près la même chose dans l'élevage. Donc, c'est dans ces mêmes zones que vous allez trouver les gens pour vos projets comme main d'œuvre. Maintenant, pour le chef d'exploitation, celui qu'on appelait le douane tout à l'heure, le douane des ouvriers, quoi, c'est lui qui doit superviser l'exécution des tâches des ouvriers au quotidien. Ils ne sont pas généralement très difficiles à trouver. Quand vous êtes dans une zone, vous cherchez juste un ancien dans la zone qui faisait ou qui a eu à faire cela à l'époque ou qui a eu à travailler dans une exploitation pareille. Lui, il va vous superviser les travaux sans problème. Donc, ce n'est pas le poste le plus difficile à trouver. Maintenant, la troisième catégorie, les techniciens. Ce sont les gars les plus difficiles à trouver. Comme je vous disais tout à l'heure, un bon technicien n'acceptera jamais de travailler pour vous. Mais si vous voulez vous accompagner sous forme de consultation, là, ça serait plus facile parce qu'ils sont vraiment disponibles. Y compris Vetago, nous sommes disponibles dans ce sens-là pour vous accompagner à bien ficeler votre projet dès le départ. Déjà, nous offrons des consultations pour discuter sur votre projet pour que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez faire. Vous ajustez l'idée que vous avez pour avoir une vision plus claire de ce que vous voulez faire. Et après, nous vous accompagnons dans le choix du site, dans la construction de vos bâtiments, dans la mise en place de toutes les infrastructures agro-pastoraux. Et après, maintenant, nous vous donnons les ressources génétiques et l'accompagnement nécessaire pour réussir votre projet. Mais tout ça, c'est sous forme de consultation parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller nous asseoir dans une exploitation pour dire que nous travaillons comme employés permanents. Tout simplement parce que nous avons nos propres projets qui nous prennent du temps. Ce n'est pas que nous avons un problème avec les projets des gens, mais nous avons nos propres projets qui nous prennent du temps. Maintenant, à côté de ce temps-là, nous essayons de dégager un peu de temps pour déjà vous faire cette vidéo, pour vous édifier et secondairement vous accompagner dans vos différents projets. Donc, le technicien, il sera un peu difficile de trouver. Mais comment cibler? Si vous voulez constituer une équipe solide, vous pouvez cibler les jeunes qui sortent tout droit de l'école. Eux, généralement, ils ont un peu plus de temps parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience, ils sont encore à la recherche d'expérience et ils n'ont pas les moyens pour se lancer par eux-mêmes. Bon, généralement, ça ne sert à rien de vouloir garder quelqu'un pour l'éternité. Hein. Moi, je dis toujours que mieux vaut un bon employé loyal qui travaille avec vous pendant 1 an qu'un employé instable qui est là depuis 5 ans et ne vous produit rien. Donc, vous pouvez trouver un jeune technicien, vous discutez avec lui, vous signez un contrat pour 5 ans, vous faites vos 5 ans. Après l'avoir testé, bien sûr, n'allez pas signer sur le contrat parce que tout comme on a dit que vous signez le contrat. Vous le mettez en essai pendant 6 mois. S'il fait ses preuves ou s'il a au moins la volonté d'apprendre, vous signez un contrat avec lui sur 5 ans. Au bout des 5 ans, il peut partir. Et là, vous saurez au moins que vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné dans votre projet pendant 5 ans. Et je vous promets que les résultats seront vraiment significatifs. Donc, maintenant, le responsable financier, vraiment, il est de préférable que celui-là soit vraiment quelqu'un de très lié à vous, soit votre femme, soit votre mère, soit votre père. Parce que c'est généralement ces 3 catégories de personnes qui ont plus de raisons pour que votre projet réussisse que plus de raisons pour qu'il échoue. Donc, généralement, et vous devez avoir quelqu'un que vous avez des antécédents financiers, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, de préférable, il doit avoir une source de revenus pour lui-même. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un qui a faim. Parce que quelqu'un qui a faim, on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Tu vas beau expliquer que ouais, la vision là, c'est ça, c'est ça. Si le gars a faim, il va partir prendre d'abord une partie de l'argent là, pour manger ou pour se construire une belle maison, quoi. Donc, il est préférable d'avoir quelqu'un qui a déjà un revenu stable, qui gagne bien sa vie et qui a vraiment la volonté de vous accompagner dans votre projet. Donc, quelqu'un qui souhaite voir vraiment votre réussite, quoi. Donc, maintenant, ça, c'était comment est-ce que vous pouvez les trouver. Maintenant, comment fidéliser votre personnel. Il y a beaucoup de gens qui prennent des employés, mais tous les 2 jours, ces employés-là repartent. Et nous avons vu toutes les conditions dans certaines exploitations où tu vois quelqu'un met beaucoup de sous, mais à la fin, il paie ses employés pour une question de cigarettes. Vous savez, ce que vous devez savoir, c'est qu'en agro-pastoral, vous n'avez pas toujours affaire aux gens qui ont des grandes visions. Ce sont les gens généralement qui vivent le jour. Et c'est à vous de les former, soit de faire comprendre que la vie ne se limite pas à travailler comme un ouvrier pour quelqu'un, si vous voulez vraiment leur bien, ou c'est à vous de surfer sur le vivre le jour là, en leur donnant ce qu'ils ont besoin. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai été dans une exploitation à Tonga où les employés se sont gâtés. Certains sont même partis pour une question de cigarettes. Mais tu vois un monsieur qui a investi ses millions
Mais son responsable d'exploitation, son responsable financier, pardon, ne savait pas que, en fait, en dehors de leur salaire, là, elle peut quand même se permettre d'acheter un paquet de cigarettes de 500 pour les donner. Non, mais elle a catégoriquement refusé. Or, quand les gars ont pris leur salaire, généralement, c'est quand ils ont fini de boire qu'ils se rappellent même que durant le mois, ils auront besoin de la cigarette. Les gars demandaient la cigarette, la dame refusait et ils se sont gâtés. Il y a certains qui sont partis. Or, le temps que tu as pris pour chercher un ouvrier, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a certains éléments que tu dois prendre en considération. Premièrement, pour les ouvriers, pour les fidéliser, il faut leur donner un logement décent, c'est-à-dire une bonne place où ils dorment, les bonnes conditions de vie, comme par exemple les douches, de préférence, si votre projet vous permet de mettre sur pied un moyen de distraction, ça serait super intéressant. Donc, par exemple, la télé, des petits trucs comme ça, quoi. Ça va les permettre de se sentir valorisés. Donc, ils vont sentir que non, même comme ils sont en bourse, ils ont même les meilleures conditions que certaines personnes qui sont en ville. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous avons mis dernièrement sur pied un projet d'élevage des porcs à Nangaiboko, à 25 km de la ville. Mais les conditions de la ville, les conditions de vie là-bas sont super bien par rapport à une famille moyenne qui vit à Nangaiboko. Tu arrives là-bas, il y a le wifi, il y a la télé. Bon, mais c'est parce que le promoteur aussi a mis le paquet, c'est un grand projet. Donc, vous ne pouvez pas débuter votre projet peut-être avec vos 5 millions et vous vous permettez de faire tout ça. À côté, il faut également prévoir la boîte à pharmacie parce que ça ne sert à rien. Quand un employé qui travaille chez vous a une petite blessure et pour soigner ça, ça devient tout un problème. Il faut appeler le patron de cette fois pour pouvoir avoir le paracétamol ou avoir un anti-inflammatoire. Après, maintenant, ça c'était du côté ce que vous devez faire. Ce que vous ne devez pas faire aussi, éviter les avances sur salaire. Si vous voulez chasser vos ouvriers, il faut leur donner l'avance sur salaire. Quand ils voient que tu as pris 15 000 et qu'à la fin du mois, là, tu dois lui donner plutôt 45 000 maintenant. Il dit que non, mieux le 5 là, je pars. Je laisse avoir tomber les histoires des travaux aussi là. Si vous voulez fidéliser vos employés, évitez de leur donner les avances sur salaire. Maintenant, pour ce qui est de votre chef d'exploitation et votre responsable technique, il est préférable, ce sont les gars qui généralement ils n'ont pas grand chose à perdre dans votre projet. Donc si vous avez un chef d'exploitation permanent, pour qu'il soit vraiment impliqué dans votre projet, il faut qu'il voie ce qu'il a à perdre au cas où votre projet ne marche pas. Donc, nous vous conseillons de mettre sur pied une activité secondaire qui vous permet de contrôler un peu votre chef d'exploitation. Je m'explique. Si vous faites par exemple dans l'élevage des porcs, vous pouvez mettre sur pied la culture de bananes plantains, comme ici. Et vous dites à votre responsable d'exploitation comme bon, sur cette activité-là, moi, il te laisse 50%. Donc, il a 50% de bénéfices sur l'activité de bananes plantains. Et toi, tu as 50%. Lui, il se sent valorisé parce qu'il voit une activité qui peut développer et lui-même devenir riche. Donc, il n'est pas là pour travailler pour que toi, tu deviens riche. Mais il est là, il travaille pour que vous deveniez riche. Et il sait que il t'est redevable parce que si tu investis ton argent dans une activité secondaire et tu lui permets de gagner aussi sa vie, il a au moins l'obligation de te permettre que ton activité principale se déroule très bien. Donc, maintenant pour les techniciens, bien sûr, pour ne pas te faire arnaquer, cherche les gens qui ont la compétence. Cherche les gens qui ont de l'expérience. Ne cherche pas juste quelqu'un parce qu'il a bien bavardé. Tu vas lui confier ton projet de te faire investir les millions, de te faire perdre les millions. Cherchez les gens qui ont un peu d'expérience et vous pouvez aussi vous rapprocher de vos amis qui font la même activité que vous. Généralement, c'est eux qui ont le carnet d'adresse des meilleurs techniciens. Et là, ils vont vous conseiller quelqu'un qui vous sera utile dans votre projet. Bon, pour le responsable financier, pour ne pas te faire arnaquer, je t'ai déjà tout expliqué. Donc vraiment, si tu peux confier ton argent à un inconnu, il faut t'asseoir et prier que tout se passe bien. Donc, c'était un peu le sujet de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de partager et d'aimer. Mais partagez aussi avec nous les stratégies que vous avez, que vous mettez sur pied dans votre exploitation ou dans votre pays pour avoir un bon personnel, pour les gérer, pour éviter les arnaques et aussi les fidéliser. Donc, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.